Salut! Alors c'est parti pour ce 4e épisode de la série en trail vers la TDS. Alors je suis très content parce que vous êtes nombreux à suivre chaque épisode de cette série. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et j'en profite que ce soit ce début d'épisode pour vous inciter et vous encourager à partager tant que vous voulez chacun des épisodes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, le bouche à oreille. C'est la meilleure des pubs qu'il puisse exister. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis de club, à vos followers sur des stories. Je repartage tout le temps les stories, alors taguées sur le A, la planète trail, et puis aussi le A, l'instinct outdoor. Et je repartage tout ça. Merci beaucoup à tous encore une fois pour votre fidélité. Alors aujourd'hui au programme, je vais vous parler de ce que j'arrête, de ce que je fais de nouveau. Je vais vous parler aussi du live de l'ultramarin, de mon animation sur le ST-Trail. Comment s'est passé aussi la reco du Grand Raid du Finistère. C'est un petit peu pour ça que je sors cet épisode que maintenant, parce que j'ai attendu de faire cette reconnaissance du Grand Raid du Finistère pour vous dire un petit peu comment est-ce que ça se passe la prépa et puis comment était cette reco. Je vais aussi vous parler de ma prépa pour la TDS. Forcément, on est là pour ça, pour savoir comment est-ce que je vais anticiper ces 3 dernières semaines d'entraînement. Aussi, qu'est-ce que je vais faire durant cette semaine de l'UTMB, le programme de ma semaine. Vous allez le voir, il va être hyper chargé et hyper intense. Et puis, il va y avoir des actus à suivre et des choses pour vous aussi, chers auditeurs du podcast. Alors aussi, on va voir comment est-ce que je vais prendre cette TDS, comment est-ce que je vais l'anticiper, comment est-ce que j'aborde un ultra, parce qu'en plus là, on va partir à minuit, donc comment est-ce que ça se passe. Et puis, je vous parlerai assez rapidement du matériel que je vais utiliser. Le matériel en podcast, c'est pas vraiment quelque chose qui est très visuel, donc je vais aller rapidement là-dessus. Et puis, comme d'habitude, quand il y a quelque chose dont j'ai envie de parler, eh bien, j'en parle. Voilà. Donc peut-être que durant cet épisode, il y aura des choses comme ça qui me viendront en tête et que je n'ai pas encore écrit sur le programme. Mais c'est ça, c'est l'esprit de ce podcast à l'origine, café trailer. On se rencontre dans un café, on se rend compte qu'on fait du trail, on parle de sport. C'est ça, l'esprit de ce podcast, la digression est reine, on peut partir dans tous les sens et comme dans chaque épisode je le fais, eh bien peut-être que celui-ci n'y coupera pas. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, première chose que j'ai notée sur mon petit planning, mon petit programme là, c'est que j'arrête la bière endurante. Alors vous l'avez sûrement entendu sur chaque début de podcast, je dis que je suis le créateur de la bière endurante. Et donc ça, c'est un projet que j'arrête. Alors je faisais des bières à l'étiquette pour les organisations et puis j'allais sur les stands durant les trails pour proposer la bière, la Finisher, qui est une bière qui a vraiment beaucoup plu. J'en ai pas mal vendu. C'était un truc qui était vraiment super chouette. Et moi, ce qui m'a surtout plu au-delà de vendre la bière, c'était de partager en fait une passion que j'ai en dehors du trail. Là, je sais pas si vous l'entendez, je pense pas. Mais à côté de moi, là, j'ai un fermenteur, donc c'est un grand seau avec au-dessus un petit barboteur, ça empêche l'air de rentrer mais ça l'autorise à sortir et quand la bière est en fermentation ça fait bloup 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 bloup. Voilà, j'ai encore brassé 20 litres hier de triple. Donc moi j'adore ça, j'adore brasser, c'est peut-être mon côté baquesse qui ressort avec mon esprit un peu chimiste. Voilà, ça, j'aime bien les étapes comme ça et puis surtout j'adore le produit en lui-même, d'avoir des bonnes bières, savoir ce qu'il y a dedans. Donc j'étais très content de pouvoir partager cette seconde passion au-delà du trail avec les personnes qui étaient venues m'en prendre sur les stands ou alors qui m'en avaient pris aussi en ligne. C'était possible de prendre en ligne. Alors là, il m'en reste encore un petit peu. J'ai quelques cartons encore à écouler. Si ça vous intéresse, peut-être qu'il en reste au moment où vous écoutez cet épisode. Et je mettrai un lien dans la description pour pouvoir en commander. Et sachez que ce sont les dernières. Alors elle a beaucoup plu, c'est une bière qui est légère, qui passe bien après un effort, aussi après une bonne chaleur. Elle a un petit côté bière blanche, mais c'est une blonde. Donc assez fruitée, mais pas trop. Et c'est pas une bière qui va vous tabasser la gueule avec 8 chevaux, 10 chevaux. Elle est légère, 4,9. Donc c'est pas avec celle-là que vous allez vous mettre une timbale au bout de la 3e bière. Donc c'est plutôt cool quand même après un effort comme ça. Et c'est pour ça que j'avais choisi cette bière-là pour les trails.
Donc j'arrête ce projet. Pourquoi je l'arrête? Vous voyez, hein, j'aime beaucoup le faire. Puis c'est aussi ce que j'aimais sur les stands, c'était d'aller à la rencontre des trailers à leur arrivée. C'était toujours cool de pouvoir échanger sur le moment qu'ils venaient de passer, savoir comment s'était passé leur course, qu'est-ce qui avait été, qu'est-ce qui avait pas été, de pouvoir juste parler, quoi, échanger comme je le fais sur le podcast. Mais là, du coup, c'est en vrai, et puis avec des gens qui suivent la Planète Rail depuis parfois quelques années. Et de les rencontrer pour la première fois via ce stand-là, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Voilà, donc maintenant, je suis bien obligé de l'arrêter. Pourquoi? Parce que j'appelle ce projet le projet Troisième Bière. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce projet Troisième Bière? Eh bien, le projet Troisième Bière, c'est le projet qui te met dans la merde. Parce que après de la troisième bière, eh bien, tu ne peux plus conduire, tu commences à avoir les idées qui fusent. Et puis c'est de la troisième enchaîne la quatrième, puis la cinquième. Et puis là, voilà, la soirée elle commence, quoi, ça part. Et elle prend un tournant. Ça veut dire que pour les projets, c'est la même chose. Dans la vie, c'est la même chose. Si vous avez une femme, des enfants, une maison, une voiture, des chiens, un travail prenant, une activité physique, au bout d'un moment, il y a des choses comme ça ne rentre plus. Voilà, il faut faire des choix. Et puis, on est bien obligé de mettre les principaux projets en priorité. Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo de ce prof à l'université qui met en fait des cailloux dans un bocal et puis en fait il dit que les plus gros cailloux sont à mettre en priorité parce que ce sont les projets principaux, et si on commence par mettre le sable, et bien finalement les cailloux après ne rentrent plus, alors que si on met les gros cailloux, le sable après peut se faufiler entre les gros projets. C'est ça l'esprit de ce message-là, et forcément, moi j'ai été obligé de sélectionner des projets comme ça, parce que, eh bien, tout ne rentre pas dans mon planning. J'ai que 24 heures dans une journée comme vous, et j'ai passé un an, l'année 2021, avec beaucoup de fatigue à la fin de cette année et ce début d'année 2022, et ça s'est ressenti sur ma blessure, comme je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode, avec cette fracture de fatigue. Donc là, j'ai fait du tri dans mes projets, même si ce sont que des projets que j'adore. Mais forcément, on est bien obligé de faire du tri à un moment donné. Donc j'arrête la bière endurante à mon plus grand regret. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je passe à autre chose maintenant. Moi, je continue à brasser ma bière pour moi, pour ma conso perso. Et puis aussi pour mes amis, pour garder en fait juste plein de bonnes bières différentes comme ça à goûter à la maison. Donc voilà, projet bière très très cool, mais je garde ça pour mon loisir et non plus pour une activité pro, parce que ça me prenait trop de temps si je voulais le faire correctement, sérieusement. Voilà. Fin de la bière endurante. Merci d'être venu, c'était sympa. Il reste quelques cartons, encore une fois, lien dans la description si ça vous intéresse d'avoir les toutes dernières bières endurantes, la Finisher. Alors ensuite, l'animation du ST Trail. C'était la première fois que j'animais un trail, et forcément j'étais très content que les copains là me fassent confiance pour leur tout premier événement à eux aussi. Parce qu'on a passé un moment incroyable. Enfin, vraiment, moi, j'ai passé un super moment. Alors, la nuit d'avant, j'étais stressé comme un mec qui va faire son premier rendez-vous amoureux, tu vois. Tu te demandes comment ça va se passer. Est-ce que tu vas faire l'affaire? Est-ce que ta voix va pas trembler? Est-ce que finalement, tu vas trouver tes mots quand tu vas te retrouver face au coureur et qu'il va falloir donner le départ? Et puis au final, eh bien, voilà, débranchage de cerveau, et puis on fait ce qu'on sait faire, on prend un micro, on parle, et puis au final, ça se passe très bien. À l'arrivée, les coureurs sont contents, ils donnent leurs impressions, on leur tend le micro, ils racontent leur vie, je leur pose des questions, voilà, c'est vraiment trop bien. Donc moi j'ai vraiment kiffé ce moment. Alors j'ai par contre beaucoup de choses à apprendre, forcément, sur une première fois. Il y a des choses à revoir, mais j'ai la chance d'être entouré de personnes très sympas qui aiment partager leur activité, leur passion, et j'avais pris des infos auprès de Ludovic Collet, rien que ça.
J'avais pris aussi des infos auprès de Christophe Quatreveau, qui est un speaker en Bretagne qui est très connu. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'inspirer comme ça de gens qui font ce métier-là depuis des lustres. Et je demande qu'une chose, c'est de renouveler l'expérience. Et donc voilà, j'ai trouvé ce moment-là très 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 cool. Ensuite, il y a eu le live de l'Ultramarin. Tout ça s'est enchaîné assez rapidement, en 15 jours là, sur fin juin. Le live de l'Ultramarin, 3 jours à commenter des courses. Alors au début, je vous avoue que là encore, c'est pareil, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter pendant 3 jours avec un micro, des gens qui t'écoutent en live, qui te regardent, Eric Clavry à côté de toi, est-ce que je vais pas passer pour le Mickey de plage qui sait pas de quoi il parle, enfin voilà. Donc j'étais un petit peu stressé, j'avoue, encore une fois, stressé, mais au final, il suffit de faire comme si tu savais faire. En fait, quand je suis arrivé, le réalisateur, il m'a dit, bah écoute, Eric va faire plutôt le rôle du consultant, l'expert, et puis toi, tu auras le rôle de l'animateur. Alors moi, ça m'allait très bien. Même si finalement je pense que je connais un petit peu mieux qu'Eric ce que vivent les coureurs du ventre mou, comme j'appelle ça, parce que c'est mon quotidien, c'est moi, je suis pas du tout dans l'athlète élite. Et au contraire, Eric lui connaît très très bien en fait les stratégies de course, comment se comportent les athlètes devant, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir dans la tête, comment ça se passe entre trois coureurs qui sont devant et qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire, quelles sont les techniques pour bluffer, voilà. Donc tout ça, Eric qui connaît ça super bien. Et puis moi, j'avais donc cette connaissance des coureurs du ventre mou, par exemple. Quand on était à 20 heures de course sur l'ultramarin, ma première pensée est venue pour ceux à qui il restait encore 20 heures. Voilà, donc sachant qu'il y avait des coureurs qui ont mis, 40 heures pour faire cet ultramarin, alors que d'autres ont mis 16 heures, voire moins. Voilà, on avait cette belle complémentarité et avec Eric, et c'était vraiment un moment super chouette. Et donc je disais, le réalisateur il m'a dit, bah tu vas faire donc l'animateur, et donc il va y avoir des moments où on va être sans connexion, sans réseau. Et bah, il faut bien occuper l'écran, et donc on va aller avec ton micro, on va prendre une caméra portative et puis on va partir sur le salon, et tu vas interviewer les gens, tu vas présenter, tu vas dire ce qui se passe, ou tu vas faire des résumés de la course, tu vas dire où on est, ce qu'il y a à faire, tout ça. Et ça, je m'étais pas préparé du tout à devoir faire ça. Et forcément, quand on te dit que tu vas faire ça, tu visualises des gens que tu as déjà vu faire ça à la télé, et tu te dis, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Comment est-ce que je vais bien pouvoir m'en sortir? Et en fait, là, il suffit de faire le fameux fake it until you make it. Donc ça, c'est une phrase des Américains, et donc ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Donc là, j'ai fait celui qui était tout à fait serein, qui était pas inquiet. Ouais, d'accord, ok, on va faire ça. Ouais, ok, ça marche. Ouais, ok, tu vois plutôt ça ou ça, voilà. Alors qu'intérieurement, j'étais stressé, mais comme pas deux. Et la première fois que j'ai dû, où ils ont fait le décompte, j'avais une petite oreillette où ils ont fait le décompte. Et là, tu te dis, waouh, dans 10 secondes, je suis en live et je sais toujours pas ce que je vais dire. Par où je vais commencer, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qu'il va falloir dire. Et au final, en fait, toutes ces années, tous ces enregistrements que j'ai pu faire sur Café Trailer, sur le live, ou sur ce podcast-là, où forcément, il y a des moments où c'est le blanc et il faut relancer, etc. Et en fait, tout ça, ça m'a servi à pouvoir assurer ce rôle, à assurer ce poste, et à prendre du plaisir surtout, et pas me sentir en panique, et puis mettre les réalisateurs et finalement l'organisation de l'Ultramarin un peu dans la panade, et dire que c'est qui ce guignol là qui nous ont mis à l'écran. Et en fait tout ça m'a servi. Et puis donc c'est tous ces enregistrements que j'ai fait
pour progresser, pour prendre de l'expérience, parce que je prenais du plaisir à le faire aussi, et bien tout ça, ça m'a servi à faire ce live que jamais j'aurais pu croire avant de commencer ça, faire un jour. Tu te rends compte, il y a quelques années, quand je suis allé, donc c'était en 2018, où j'ai fait l'ultramarin en relais, j'avais croisé des athlètes élites comme ça, et puis j'étais stressé à l'idée d'aller leur parler. Et aujourd'hui, je me retrouve à être celui qui est à l'écran et qui va justement poser des questions avec le micro dans la main en aisance. Et tout ça, en fait, c'est venu grâce à ces années de travail. Mais jamais j'aurais pu penser que tout ça se serait réalisé. Et comme on dit, en fait, les réponses viennent en chemin. En fait, on fait des choses parce qu'on nous propose des missions, on dit oui parce qu'on se sent capable, et puis c'est parti. Et finalement, en trail, c'est pareil. Peut-être que toi aujourd'hui tu es à un stade où tu commences à faire des trails de 10 km, puis 20, et puis tu regardes avec de grands yeux les gens qui font des ultras, ça te fait rêver, mais tu te dis jamais je ferai ça, moi c'est incroyable. Pour vous raconter en fait, c'est comme ça que j'ai clôturé le live de l'ultramarin. Eric Clavry, la toute première fois que je l'ai vu, c'est sur le tout premier trail que j'ai fait. Le tout premier trail que j'ai fait, c'était il y a les 7-8 ans, je sais plus exactement l'année, et c'était un 20 km nocturne, c'était le trail du Vignoble. Et Eric est nantais, donc c'est un trail qui se situe dans le Vignoble nantais, au sud de Nantes. Et il y avait Eric qui était là, sur le format 20 nocturne, puis 40 km le lendemain. Et quand je suis arrivé, sur le 20 nocturne, forcément Eric il avait gagné, champion du monde de trail. Voilà, il a mis tout le monde d'accord. Et puis moi j'étais explosé. Mais quand je te dis explosé, c'est défoncé. Je suis arrivé en mode zombie, 20 km où il faisait froid, dans la boue, c'était compliqué. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment une expérience qui était dure. Et quand je me dis, purée, ils vont enchaîner avec 40 km le lendemain, ils sont malades. Ils sont malades. Comment c'est possible? Moi, j'ai mis une semaine à m'en remettre, où j'ai marché en canard pendant une semaine alors que ça faisait 20 km. Et là, en fait, tu vois, 8 ans après, je me retrouve à commenter un live avec Eric Clavry. La vie est juste incroyable, en fait. Enfin, on fait des rencontres, on fait des choses comme ça. Après, c'est pas venu par hasard, c'est pas venu en claquant des doigts. C'est venu après 6 ans de création de contenu, à gagner que dalle, à se faire critiquer, à se relever, à faire des erreurs, à se relever. Ça, c'est comme j'arrête pas de dire à mon fils, quand on tombe, on se relève. Voilà. L'habitude des enfants, quand tu leur dis ça, ils disent on se fait mal. Bah non. Moi, je lui inculque que quand on tombe, on se relève. Et tout ça. Alors, le chemin, il n'est pas fini. Je ne vais pas dire que je suis à la consécration. Mais n'empêche que là, on arrive quand même à un tournant en ce juillet 2022 où là, le podcast a des partenaires. J'ai donc là, ce mois-ci, j'ai eu Puma, il y a Simalp qui est partenaire du podcast. Je vais avoir un partenariat pendant 6 mois avec Dacia qui va sponsoriser le podcast. J'ai un autre partenariat qui est en négociation avec Intersport. Et donc, je vous en parlerai tout à l'heure aussi, mais sur la semaine de l'UTMB, j'ai un autre partenariat qui va se faire aussi pour le podcast. Donc voilà, je commence à sortir la tête de l'eau après 6 ans de création de contenu sur le trail, un DU trail passé, un diplôme de préparateur mental, un moment où j'ai quitté mon boulot pas sur un coup de tête, mais parce que j'en pouvais plus de faire un travail qui n'avait plus de sens pour moi. Et où je me suis fait critiquer, où j'ai inquiété des gens de mon entourage, forcément quand on quitte un travail où tu as un CDI jusqu'à la fin de tes jours, si tu veux, et un salaire qui est correct, mais que tu n'as pas de passion dans ce que tu fais, et bien forcément les gens ne comprennent pas pourquoi tu quittes, pourquoi tu pars. Et finalement, vous voyez, en fait, je suis en train de parler de ça alors que c'était pas du tout prévu. C'est pour ça que je dis que ce podcast est formidable. Vous ne savez pas de quoi je vais parler, et moi non plus. Et donc, tout ça pour dire que
osez, tentez raisonnablement, progressivement, prenez des risques mesurés, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte de ce qui va t'arriver, parce que au final, si vous faites quelque chose qui vous passionne et si on y va, si on y croit, si on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on modifie. Alors par contre, il y a une autre phrase qu'il ne faut pas non plus être complètement débile. C'est Einstein, je crois, qui dit qu'il faudrait être fou pour faire tous les jours la même chose et attendre des résultats différents. C'est pas parce que tu tombes, tu te relèves et puis tu refais la même chose que tu vas réussir. Non. Peut-être qu'un jour tu réussiras parce que tu auras eu un coup de bol, mais si tu fais toujours la même chose, bah forcément il va y avoir un moment où tu vas plus. C'est pas que tomber que tu vas te faire, c'est que tu vas complètement t'écraser et puis bon voilà quoi, pas cool. Donc modifier, adapter et allez-y cool quoi. Voilà. Allez, je clôture là-dessus. Donc voilà, tout ça pour dire que l'ultramarin, c'était un super moment, de bons rapports avec l'équipe de réalisation, et donc il se pourrait qu'à l'avenir, je réitère l'expérience sur d'autres événements, et moi je demande que ça. Je ne demande que ça, vraiment. Voilà pour l'ultramarin, moment très très cool. Ensuite, on continue avec la reconnaissance du Grand Raid du Finistère. Alors j'avais placé la reconnaissance du Grand Raid du Finistère 4 semaines avant la TDS. Et c'est pas un hasard, hein, c'était pour faire un gros bloc et voir un petit peu comment étaient les jambes à ce moment-là. Donc 4 étapes, 40 km, 36 km, 33 km et on finissait avec un petit 58 km. Donc on enchaîne, et là la particularité c'est que finalement en fait on n'est jamais vraiment en repos quand on arrive le soir, enfin le midi. On sait que le lendemain il va falloir repartir, donc la gestion de course n'est pas du tout la même, c'est un petit peu comme un trail à étapes. En fait l'idée c'est de repartir avec des jambes plus ou moins fraîches. Alors forcément le premier jour on en a chié parce qu'on est parti le jour où il a fait 42 degrés à l'ombre là, partout en France. Et forcément, nous aussi, on a eu très chaud. On est passé sur le Ménézum. Le Ménézum, il y a des zones qui sont très arides. Et quand t'as le soleil qui tape là-dessus, là, sur les champs de blé, là, comme ça, tu te prends la bonne sauce. Donc, on a l'un des participants qui a failli prendre un coup de chaud. Et puis, on était tous avec une sensation à l'arrivée qui était particulière, c'était qu'on buvait, on buvait, mais on avait l'impression que ça ne servait à rien, en fait, de boire, parce que tu buvais, en fait, 2 minutes après, tu avais encore la bouche qui était hyper sèche. Et pourtant, on avait fait ce qu'il fallait, mais en fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué, hein. Quand tu bois comme ça et que faut pas manger que du sucre, il faut aussi avoir des compléments en sel. Alors les capsules, les pastilles de sel, là c'est assez controversé. Il y a des pour, il y a des contre. Personnellement, je suis pas favorable. Je préfère avoir une alimentation salée de type soupe ou limite un sandwich avec des aliments salés dedans, plutôt que d'avoir des pastilles de sel ultra concentrées comme ça. Et quand il fait chaud, on transpire beaucoup, on perd beaucoup de sel. Et puis si on boit et que on n'a pas tout ce qu'il faut pour que l'eau soit assimilée par le corps, eh bien ça ne marche pas. Donc quand on court par forte chaleur comme ça, il faut bien penser à aussi mouiller les artères, la nuque, à se couvrir la tête, hyper important, à sous-doser les boissons d'hydratation. Et puis voilà, et puis n'allez pas faire 40 bornes sous 40 degrés si c'est votre première fois que vous courez, c'est une mauvaise idée. Donc la première étape a été dure, on a un petit peu souffert, ouais, sur cette première étape, mais ça s'est fait, et puis après les autres étapes qui ont suivi étaient un petit peu plus cool. On a eu le deuxième jour, on a eu un peu de pluie, c'était plus frais, une belle ambiance, un parcours aussi qui était un peu plus roulant sur ces deux jours qui ont suivi, donc ça nous a permis aussi de nous refaire un petit peu les jambes. Donc quand même 36 et 33 km, c'est pas rien non plus, faut pas minimiser ça. J'ai eu une petite douleur au genou, qui est apparue, mais qui n'a jamais augmenté. Genou gauche, et donc
Je prends vraiment ces 3 premiers jours-là avec grand bonheur, grand plaisir. Par contre, le 4e jour, ça a été très très compliqué pour moi. Donc ça, c'était donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et donc le mercredi soir, je pense que ma maman, ma chère maman, qui nous faisait le ravitaillement sur ces 4 jours, eh bien, avait préparé à manger de la ratatouille avec de la semoule. Et puis dans la ratatouille, il y avait du chorizo. Et je pense que je ne l'ai pas digéré, cette ratatouille. Et enfin, ce chorizo. Et donc la nuit, eh bien, je me suis réveillé plein de fois. J'ai vomi 2 fois. Le matin, j'étais en vrac complet. Et durant la course, j'ai quasiment rien mangé, si ce n'est à l'arrivée, ouais, de dernier ravitaillement où c'est passé. Il restait 10 km sur les 58 et là, comme j'ai pu manger, j'ai pu avoir un regain d'énergie, mais sinon il y a eu des grandes parties où ça a été très 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 compliqué. Heureusement qu'on était en groupe. Vous imaginez un 58 km sans quasiment rien manger, j'avais pris un sandwich américain poulet, j'adore ça, pour mon ravito du midi. Vous voyez, quand je vous disais de manger des sandwichs, voilà. Un américain poulet, ça passe. Faut manger. De toute façon, plus on court longtemps et plus il faut avoir une alimentation qui se rapproche de ce qu'on mangerait normalement. Donc là, moi j'adore ça. Dans un temps normal, je l'aurais englouti le truc. Sauf que là, c'est pas passé, impossible de manger. Forcément, compliqué. Malgré tout, heureusement, la puissance du groupe a fait que j'ai pu continuer, qu'ils m'ont attendu. Donc ça, je leur en suis hyper reconnaissant. Puis tout ça pour dire qu'à la fin, la dernière montée, c'est 2,5 km, presque 3 km de montée, on a fini à la faire en 5,30 au kill. Donc à un rythme juste hallucinant dans une montée, courir à presque 12 km/h. Après 55 km dans les pattes. Donc autant vous dire que les jambes étaient là. C'est juste ce problème d'alimentation qui m'a causé problème et j'ai vomi encore 2 fois pendant le parcours. Mais on avait un parcours qui est magnifique, Camaret-Telgruc, c'est juste waouh. Moi je l'ai fait je sais pas combien de fois et je m'en lasse pas, c'est juste trop beau. Il y a des couleurs où tu te croirais, mais tu te dis, mais je suis pas en Bretagne, c'est pas possible. Enfin, je suis dans les Caraïbes, l'eau elle est turquoise, j'étais dans les pins, t'as des odeurs comme ça, les odeurs de pin, j'adore ça. Et donc on a eu la chance d'avoir cette météo qui était avec nous. Il faisait pas trop chaud, pas trop frais, pardon. Donc non, c'était vraiment juste trop bien, trop bien. Et on a eu un bon groupe le soir. On s'est fait un barbecue avec quelques bières pour fêter ça, pour passer un moment convivial et clôturer cette reconnaissance. Alors la reconnaissance, heureusement qu'on l'a fait parce que il y a quelques portions de parcours qui ont dû être modifiées du coup, du fait parce que quand tu fais un parcours sur carte, il y a des zones où personnellement je vais pas tous les jours, hein, toute la zone qui est entre le Ménézum et puis Roscanvel, hein, tout le côté rade, j'y vais quasiment jamais. Donc forcément, il a fallu adapter un petit peu, mais dans la grande majorité, le parcours était trop bien, et puis ça s'est super bien passé, bonne ambiance, et du coup, il me tarde d'être à cet événement officiel du Grand Raid du Finistère. Voilà, donc 4 semaines avant, un gros bloc pour voir dans quel état sont les jambes, et j'étais vraiment très surpris parce que dès le lendemain, je pouvais aller courir. Alors j'y suis pas allé, hein, parce qu'il faut être raisonnable, et j'ai attendu quand même le lundi, donc j'ai attendu bien 3 jours de repos complet, et puis le lundi 14 km avec 400 de D+, et puis là encore les jambes étaient là. Bon, je sentais qu'il y avait un peu de fatigue. Hier donc du coup là j'enregistre le mercredi. Hier j'ai fait une séance de CrossFit. Là c'était un petit peu une séance de trop, et là j'ai senti que j'étais en manque d'énergie et qu'il fallait lever un peu le pied là sur cette semaine.
Donc là, on est 3 semaines avant la TDS, et ça tombe bien parce que quand on est 3 semaines avant, en fait, c'est le moment où il faut faire du jus. C'est le moment où on est ce qu'on appelle en phase d'affûtage. En fait, vous avez mis un gros bloc avant, donc avec du travail spécifique de montée. Enfin, ça dépend. Si le travail que vous préparez, il n'y a pas de montée, ça sert à rien de préparer les montées. Mais là, pour le coup, pour la TDS, il y en a. Donc, travail spécifique de montée, de descente. Et puis, vous avez mis beaucoup de charge dans les jambes, dans l'intensité, dans beaucoup de choses. Et 3 semaines avant, eh bien, c'est là où il faut lever un peu le pied et donc être en phase d'affûtage, où finalement le corps va être en manque d'activité et emmagasiner de l'énergie, et va produire en fait plein de choses. Il va se passer plein de choses dans le corps pendant cette période-là. Et donc c'est le moment où quand tu arrives en fait le jour J, eh bien, si la préparation a été bonne, si la phase d'affûtage a été suffisamment ajustée, eh bien, tu arrives avec le pic de forme, avec la semaine avant où on fait quasiment rien, quelques footings, peut-être quelques accélérations, et point barre. Voilà. Donc, durant ces 3 semaines qui viennent, je vais lever le pied progressivement, redescendre en intensité, avec moins de séances de CrossFit, hein, parce que ça attaque quand même. D'ailleurs, sur le mois d'août, je n'irai pas au CrossFit parce qu'en plus je suis en vacances, donc je pourrais pas y aller. Mais au moins sur les activités sportives, course à pied, là c'est pareil, ça va lever un peu le pied aussi. Alors le programme de la semaine UTMB, alors je vous l'ai dit, je commence à avoir des partenaires, des propositions pour des trucs super cool. Et donc le départ de la TDS, c'est dans la nuit du lundi au mardi à minuit. Donc on en parlera juste après comment est-ce que je vais l'anticiper. Mais donc là, c'est le début de la semaine. Et ensuite, et là, si vous êtes présent sur le salon de l'UTMB, eh bien, sur Chamonix, vous allez pouvoir venir me voir enregistrer plusieurs épisodes pour Merrell. Alors Merrell, c'est une marque de chaussures, hein, et donc ils m'ont proposé d'enregistrer 3 épisodes de podcast sur leur Basecamp avec des intervenants qui viendront et la possibilité d'avoir des spectateurs. Et donc comme ça, vous pourrez peut-être même participer à l'enregistrement, poser vos questions si vous avez envie à mon invité. Alors la liste des invités pour l'instant elle n'est pas encore fermée et définitive, c'est pour ça que je ne vous le dis pas, mais en tout cas ceux qui sont prévus c'est des gens super chouettes, super cool. Donc moi il me tarde de... Ça c'est pareil, hein, c'est un truc que j'ai jamais fait. Hein. Enregistrer comme ça sur un plateau avec des intervenants, jamais fait. Mais bon, faut y aller. Et puis au final, quand on va appuyer sur enregistrer, c'est comme pour le live de l'UTMB, live de l'UTMB. Voilà, ça y est, je me vois déjà sur le live de l'UTMB. Pourquoi pas un jour, qui sait. Ça va dérouler comme on a l'habitude de faire. On sourit, on se regarde dans les yeux, on écoute bien la personne qui parle en face de soi, on lui pose des questions parce qu'on s'intéresse sincèrement à elle. Et puis on a envie en fait d'apprendre d'elle, d'apprendre de sa vie, d'apprendre de ce qu'elle a fait. Et puis voilà, ça déroule. Hein. C'est comme les presque 200 épisodes précédents que j'ai fait. C'est un de plus dans des conditions différentes, mais finalement ça revient au même. Et donc 3 épisodes pour Merrell, et franchement je serais très très content que des personnes qui écoutent le podcast, qui suivent le podcast, viennent regarder un épisode de podcast. Alors ce sera le jeudi, donc normalement les horaires ont beaucoup changé, donc j'espère que ça va pas changer une nouvelle fois, mais normalement ce sera le jeudi à midi le premier épisode, 13h45 pour le suivant, et le 3e épisode ce sera le vendredi à midi. Voilà, alors je sais que les horaires sont pas forcément cool pour ceux qui ont envie de manger à l'heure des poules à midi, mais va falloir s'adapter si vous voulez être présent sur l'un des enregistrements. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Je sais pas si c'est en français ça pour le coup, mais ça me ferait très plaisir de vous rencontrer là-bas et si vous venez, dites que vous venez suite à cet épisode du podcast que vous avez entendu, écouter et là, franchement, je trouverais ça trop bien. Voilà, dites-moi que vous venez grâce à cet épisode.
Ok, donc voilà pour la semaine de l'UTMB. Donc après, j'ai d'autres rendez-vous et je vais enregistrer aussi normalement pour Simalp. Alors là, ce sera normalement pas en comment en plateau avec des gens qui regardent, etc. Normalement, je sais, quoique je sais pas. Et donc des podcasts pour Simalp sont prévus aussi à enregistrer avec plusieurs intervenants différents. Et bah, ça aussi, ça va être trop cool, trop cool. Des gens que j'ai encore jamais reçus et puis même des profils que j'ai jamais reçus. Notamment peut-être quelqu'un du PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne. Et franchement, je suis très content de recevoir ce type de profil là aussi. Hein. C'est tout l'objectif du podcast, de voir qu'est-ce que ces gens-là ont à nous apprendre. Et forcément, quelqu'un qui est guide de haute montagne, qui a l'habitude d'aller au secours des gens en montagne, et ben, il a plein de choses, d'enseignements à nous apprendre et d'histoires à nous raconter. C'est évident. Voilà pour la semaine de l'UTMB. Finalement, ça va passer très vite. Et alors, la TDS, comment est-ce que je compte l'anticiper? Alors, déjà, l'une des erreurs qu'on fait, mais ça, c'est aussi parce que souvent, on n'a pas d'autre possibilité, c'est d'arriver la veille ou voire même le jour même sur une course et on a la route dans les pattes et ça c'est une fatigue qu'on ne soupçonne pas, la fatigue psychologique de conduire, de l'attention. C'est pas physique hein, de rester assis à son volant, hein. On peut pas dire qu'on se soit comme quelqu'un qui est en train de faire du TP par 40 degrés, hein. Non, c'est pas la même fatigue, mais c'est fatigant. Et conduire le jour ou la veille d'une course, c'est pas une bonne idée. Donc moi j'ai décidé de prendre la route le dimanche matin, tranquillement, en faisant des pauses sans être pressé. Et puis d'arriver tranquillement le dimanche soir. Et ensuite, donc le lundi, comme ça, j'ai toute la journée pour chiller, comme on dit, pour me promener, pour boire un coup, pour juste faire ce que j'ai envie de faire, aller chercher mon dossard tranquillement, aller voilà, faire les choses tranquillement, pépère, faire une sieste, parce que ça c'est aussi très important de faire une sieste quand on a un départ comme ça à minuit. Alors on a l'euphorie du départ, tout ça, enfin c'est cool, mais en fait au bout de 3 heures, t'es en pleine nuit et l'euphorie du départ, tu l'as plus, faut pas se mentir. Et là, c'est normalement à cette heure-là, à 3 heures du mat, tu dors et il se peut que tu aies un coup de fatigue comme ça et donc faire une sieste le lundi, ben, ou la veille de la course, et ben ça peut être une très bonne idée. Enfin la veille. C'est pas vraiment la veille parce que c'est le jour même finalement, parce que bon, voilà, on part dans la nuit du lundi au mardi à minuit, faire une sieste le lundi, c'est une bonne idée. Et là, pour le coup, je vais pas mettre de réveil le lundi après-midi, je vais me coucher et puis je m'endors et je me réveille quand je me réveille. Faut juste être à l'heure pour partir au départ qui est donc à Courmayeur en Italie. C'est là que se situe le départ de la TDS. Et alors l'heure de départ a changé, hein. L'année dernière c'était à 10h. Et alors je ne sais pas pourquoi est-ce que cette heure a été changée. Peut-être pour... bah, vous savez, hein, c'est la TDS, c'est la course où il y a eu un mort malheureusement l'année dernière, un coureur tchèque qui est décédé. Et bah, c'est peut-être pour éviter de passer sur cette portion du parcours en pleine nuit. Peut-être. Je ne sais pas. Donc toujours est-il que l'heure a changé, départ minuit. Et donc moi la course, en fait sur c'est une course de 145 km avec 9100 de D+. Sur les 100 premiers kilomètres, je vais y aller, mais tellement peinard, cool, pépère. L'année dernière, j'avais fait un truc qui m'avait plutôt bien réussi, c'est que je m'étais dit, si je ne me fais pas doubler dans les descentes, c'est que je vais trop vite. Parce que c'est vrai, hein, on a tendance à vouloir y aller dans les descentes, c'est là qu'on peut gagner un peu de temps, surtout qu'il y a des faux plats descentes qui sont assez longs et tu peux envoyer franchement assez facilement. Et sauf que
C'est là en fait que tu casses de la fibre dans les descentes, et cette fibre que tu casses là, eh bien tu ne la récupères jamais durant ta course. Tu récupères pas, c'est cassé, c'est cassé. Alors forcément, si tu casses tout dès le départ, eh ben, les dernières descentes, bonjour, tu vas t'amuser. Donc l'année dernière, j'avais arrêté donc aux 50 et quelques kilomètres. Et déjà là, ça avait payé cette stratégie, parce que sur la côte la dernière côte que j'ai fait, la dernière côte que j'ai fait, eh bien, ça avait porté ses fruits, parce qu'il y en avait en bas de la côte que j'avais rattrapé. Ils étaient couchés dans la pelouse. Vous imaginez, on était au kilomètre 45, 50, et ils étaient déjà en train de faire une pause, en train de faire une sieste, alors que 10, 15, 20 km plus tôt, ils doublaient comme des affolés, alors qu'il restait encore 100 bornes. 100 bornes, t'imaginez 100 bornes, 100 km encore, avec peut-être encore 7000 de D+. Voilà, et du coup de D- aussi. Hein. Donc les ultras comme ça, c'est très long, il faut partir en gestion, tranquille, sans être pressé dès le départ. De toute façon, je terminerai pas premier. L'important, c'est de se faire plaisir tout du long, et puis d'y aller progressivement, et je préfère terminer en étant en bonne condition sur la fin, plutôt que de subir dès le kilomètre 50 et de passer 100 km à serrer les dents, à avoir mal partout. Alors forcément, il y avoir des moments où ça va être plus dur que d'autres, évidemment. Mais si je peux arriver le mercredi matin, ou le mercredi dans la nuit, plutôt dans la nuit d'ailleurs que le mercredi matin, ce serait quand même plutôt cool d'arriver en bonne santé, avec un bon moment passé, et pouvoir prendre du plaisir toute la journée du mardi, avec de beaux paysages. Franchement, ce serait vraiment super cool, super chouette, et je serais vraiment très content. Donc c'est comme ça que je vais l'aborder. J'ai la chance aussi d'avoir Thomas qui va m'assister. Qui va être présent sur quelques ravitaux. Ça va surtout faire plaisir de discuter avec quelqu'un de connu, une tête connue, et puis de pouvoir compter sur lui pour pouvoir me donner certaines petites choses que je lui aurais passées, comme des boissons d'hydratation, en fait, moi, c'est surtout parce que les ravitaillements sur l'UTMB, vous imaginez bien que c'est juste, c'est trop carré, quoi. Il y a tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Enfin, moi, en plus, j'ai la chance d'avoir un estomac assez solide, donc je peux manger un peu n'importe quoi, et ça passe. Ça contrebalance avec ce que je disais tout à l'heure, où j'étais pas bien après chorizo. Peut-être qu'il était périmé, ce chorizo, d'ailleurs. Mais non, en général, sur les courses, mon estomac, ça se passe bien. Donc, bon, voilà. Donc voilà comment je vais la préparer, l'anticiper, cette TDS, comment je vais la prendre, et alors quel matos je vais emmener avec moi. Durant la reconnaissance là, du Grand Raid du Finistère, j'ai pris pas mal d'équipements différents pour pouvoir tester des choses. Et en fait, pendant des années, là, j'étais un grand fan des flasques. Et j'ai testé en fait un sac Camelback que j'avais pourtant depuis un an, et je l'avais utilisé, mais surtout pour porter du matos en fait. Porter du matos, mais pas trop en sac de trail. J'utilisais plutôt en sac à dos, comme ça, où je mettais mon matériel de tournage, mon matériel de montage, etc. Dedans. Et là, je l'ai utilisé en sac de trail. Et en fait, un Camelback, tout le monde se rappelle que à l'origine, un sac de trail, on appelle ça un Camelback, quoi. C'est rentré en langage courant, que c'est comme je sais pas moi. Il y a quoi comme ça, sûrement Frigidaire. Frigidaire, c'est une marque, quoi, ou Frigo, je crois que c'est une marque. Alors que, enfin, je crois, hein, à vérifier ce que je viens de dire. Mais bref, vous comprenez le truc, c'est que Camelback, c'est une marque, et c'est rentré dans le langage courant comme étant un équipement. Donc ils sont installés depuis longtemps, et ils ont l'habitude de faire du matos. C'est pas sponsorisé du tout ce que je suis en train de dire, je précise. J'ai aucun partenariat, mis à part du matériel qu'ils m'envoient avec Camelback, et que j'ai pu tester, mais comme bien d'autres, hein, comme Red Light, comme Salomon, comme qui d'autre, ça va, Kalenji, qu'est-ce que j'ai testé d'autre comme ça bref. Et
J'ai trouvé en fait leur sac vraiment super cool et dedans en fait j'avais mis la poche à eau. Alors la poche à eau je trouvais ça chiant parce que tu vois pas trop ce qui te reste comme eau et puis surtout le chtouk, 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 chtouk. Je trouve ça pénible de devoir vider à chaque fois, enfin vider l'air. Et en fait, pour un ultra, avoir une poche de 2 litres dans le dos comme ça, de toute façon tu ne remplis pas toutes les 5 minutes, et puis moi je suis pas à la minute près, et bien en fait je trouve ça vraiment pratique. J'ai trouvé ça vraiment chouette de ne pas se tordre le cou comme ça pour boire dans ta flasque, d'avoir le tuyau comme ça que tu prends à la main, t'amènes à ta bouche et puis tu prends ce que tu as envie de prendre, une grande gorgée si tu as envie. J'ai trouvé ça vraiment pratique de remplir en fait cette poche avec cette grande ouverture. Et bien je trouve ça finalement aussi rapide que de remplir 2 flasques et de galérer à les remettre après. Ouais, en fait, je reviens à cette utilisation des flasques. Au final, je trouve que c'est un bon complément. Et donc, et bah, du coup, je leur ai demandé de m'envoyer un sac, mais parce que là, celui que j'avais, il n'était pas du tout adapté en fait pour un ultra, parce qu'il était beaucoup trop gros. Et donc là, bah, du coup, je vais utiliser alors, le sac. Alors je vais retrouver le nom parce que c'est le gilet, voilà, le gilet Zéphyr. Le Zéphyr. Et donc forcément, moi je trouve que c'est adapté parce qu'il y a une poche à eau avec le tuyau. Et honnêtement, ben, j'en suis très content. Donc j'ai utilisé celui-là, le gilet Zéphyr, 12 litres. Et puis en plus, si jamais il y a besoin, on peut mettre des flasques dessus. Et j'ai pris des petites flasques de 350 millilitres. Comme ça me fait quand même. C'est presque 2 litres 5 de flotte si je ne la remplis pas au max. Donc il y a de quoi faire quoi. Avec 2 litres 5, on est large les gars, on est large. Donc ça c'est pour le gilet. Et donc ensuite là aussi c'est pareil, j'ai testé les chaussures. Ça fait 2 mois que je les ai environ. C'est les Salomon Genesis. C'est une chaussure qui n'est pas encore sortie à l'heure où je tourne ce podcast là, enfin pour le grand public, mais j'ai eu la chance de pouvoir participer à la conception de ces chaussures là. Du coup j'ai eu le droit d'avoir un modèle. J'en suis très content, très très content. Elles ont passé le baptême du feu sur les 4 jours de la reconnaissance du Grand du Finistère. Je les ai portées. J'avais pris d'autres chaussures avec moi au cas où pour pouvoir changer si jamais ça ne m'allait pas. Et au final, j'ai fait les 4 jours avec. Et alors, très content. Peut-être un petit peu fragile. J'ai tapé dans une racine. La gomme s'est bien abîmée quand même sur le coup de pied. Et mon ongle est tout bleu là maintenant. Bon, bah, ça fait partie du jeu du trailer, mais c'est comme ça. Et puis, par contre, le reste de la chaussure, moi j'en suis vraiment super content. Elle est très confortable. Un amorti qui est trop cool. Un bon dynamisme. L'accroche impeccable. Le système Quick Lace, j'adore. Et tout ça, je vous dis ça de tête. Hein, je les ai pas devant moi, les chaussures. Non, franchement, bah du coup, ce sera la chaussure qui va m'accompagner sur la TDS. Et puis à Thomas, là, je lui donnerai aussi mes S-Lab Ultra. Comme ça, si jamais il y a besoin de changer, je mettrai ça pour finir. Voilà. Ensuite, chaussettes. Vous le savez, hein, moi j'aime bien les compress sport. Et d'ailleurs, j'étais surpris. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment prendre soin de ses pieds, comment éviter ça en trail là, avec des pieds qui étaient complètement défoncés. Et donc j'ai recommandé la chaussette Compressport. Et donc justement lors d'un stand comme ça, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en me disant ah, j'ai acheté la chaussette que tu recommandes. Ah purée, j'ai plus d'ampoule, trop bien, merci et tout. Et honnêtement, moi j'en suis vraiment super content. Alors par contre, en chaussettes d'entraînement de tous les jours, bah, je la recommande pas parce qu'ils sont fragiles quand même, les chaussettes Compressport. Et bah, si tu veux pas dépenser un budget de 150 balles de chaussettes par an dans bah voilà, moi j'ai d'autres chaussettes pour l'entraînement et celles-ci je les garde pour alors que je les paye pas, mais bon, ça me fait chier en fait de les abîmer et puis de consommer du matériel euh, comme ça quoi. Enfin, du coup je les utilise que pendant les compétitions. Et puis ça fait bien l'affaire. Donc une chaussure qui correspond, une chaussette qui correspond, de la crème Noc et en avant Guingamp. C'est parti, en route, mauvaise troupe.
Sachant que je ferai une vidéo de tout ça, de toute cette présentation de matériel aussi. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, voir le matériel, le matériel dont je parle là, n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne YouTube La Planète Trail. Voilà. Donc après pour la tenue, je suis pas fixé, je suis pas figé. Il y aura sûrement du Compressport, il y aura sûrement du Simalp, il y aura sûrement voilà, sûrement de la veste, sur peut-être du Red Light ou peut-être du Simalp, je sais pas en trop encore. De toute façon, tout ça, ça fonctionne. Alors, je verrai le jour même où qu'est-ce que j'ai envie de mettre. En tout cas, tout est clair dans ma tête. J'ai de l'équipement qui va me correspondre pour cette TDS et puis voilà. Maintenant, ça se fera. Tout est fait maintenant, hein. 3 semaines avant, le taf il est fait, les jambes sont présentes, les jambes sont plutôt cool. Donc j'en suis vraiment ravi. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma petite liste des choses dont j'avais à vous parler. En tout cas, merci encore à tous pour votre fidélité dans votre écoute et de partager ces épisodes si vous en avez envie avec vos proches. En tout cas, moi, je prends toujours un grand plaisir à faire. N'hésitez pas aussi à vous dire si jamais il y a à me dire s'il y a des épisodes que vous avez envie, des types d'épisodes que vous avez envie de faire, parce que là, le projet Entrailles vers la TDS, ça va se terminer, hein, forcément, dans la TDS c'est dans 3 semaines. Je ferai un débrief après, mais après, ce sera fini. Il n'y aura plus d'épisodes comme ça en solo, du moins, j'en ai pas prévu en tête comme ça. Donc dites-moi s'il y a des choses comme ça que vous avez envie je sais pas, peut-être de traiter des sujets d'actu, je sais pas, il y a plein de choses, ou si vous recevoir des gens, ou si vous-même vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas aussi à me contacter, hein. Vous voyez, il y a plein de personnes comme ça que j'ai reçues sur le podcast, et ça vient d'eux en fait, hein. Coucou, j'ai une histoire à raconter, ok, bah viens, avec plaisir, hein, avec plaisir. Il n'y a pas besoin de s'appeler Kylian Jornet ou François Daen pour passer sur mon podcast. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ne sont pas encore venus. Bon, après, s'ils viennent, moi je dis pas non, hein. Faut pas se mentir. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et à bientôt. Salut!